De retour pour une nouvelle table ronde, croissance des PME et ETI, quel soutien dans l'écosystème régional. En plateau, nous avons à mes côtés Anne Leisgen, présidente de Schmidt Group, également le président de la CCI Grand Est et conseiller régional Grand Est, Jean-Paul Hassler, et Rémi Lesage, président du conseil de surveillance de l'entreprise Rector Lesage. Merci à tous les trois d'être avec moi pour cette nouvelle table ronde. Jean-Paul Hassler, vous êtes président de la CCI Grand Est, vous êtes en lien avec l'État, la région et les organisations patronales et professionnelles. Vous êtes à la tête d'un réseau régional de 8 CCI territoriales du Grand Est et au service de 230 000 entreprises de la région. Vous avez souhaité, en préparant cette intervention, prendre un cas pratique pour expliquer quelles pouvaient être les mesures de soutien que vous proposez au sein de la CCI pour accompagner les entreprises tout au long de leur vie. On va commencer donc à la création de l'entreprise et puis on fera des stop and go avec nos deux entrepreneurs à succès dans quelques instants. Donc je vous laisse la parole pour cette question de création d'entreprise. Voilà, je suis une jeune entreprise, imaginons qu'on fabrique des joints en caoutchouc, c'est bien ça? C'est ce qu'on s'était dit, on n'a pas de part dans une entreprise de joints en caoutchouc, je crois que vous venez de la publicité. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Bien, tout d'abord, si vous me permettez, je voudrais parler de l'écosystème dans son ensemble, 30 secondes, pour vous dire qu'on a la chance dans le Grand Est d'avoir un écosystème qui est assez riche, en fait, en termes d'offres, de solutions. Aujourd'hui, on l'évoquait juste avant cette table ronde, c'est vrai qu'il y a encore quelques années, vu du chef d'entreprise, il y avait une espèce de forêt d'offres qui n'était pas toujours simple aujourd'hui à trouver, hein, vous me le disiez tout à l'heure, et notamment en termes de financement. Je pense que les choses ont bien évolué depuis quelques années aujourd'hui. Les offreurs de solutions se parlent, échangent, travaillent ensemble, et c'est pour, bien évidemment, le bien-être des entreprises du Grand Est. Pour en revenir donc à ce cas concret, parce que j'aurais pu vous faire une liste à la Prévert des intervenants, je ne les connais même pas tous, pour être tout à fait honnête, mais je pense que pour le public ici et vos internautes, c'est peut-être mieux d'utiliser un cas concret, donc enfin, qu'on a un petit peu magnifié, certes, mais une entreprise qui existe, qui peut se trouver dans les Vosges, par exemple, comme vous l'avez dit, qui fabrique des joints en caoutchouc, et dont le chef d'entreprise vient de s'apercevoir que pour le développement de son entreprise, ça serait bien de passer par une démarche de robotisation aujourd'hui pour plus de production et de compétitivité. Donc dans ce cas-là, il se passe quoi? Il contacte logiquement le conseiller de la chambre de commerce. C'est une démarche assez classique hein, dans les entreprises. Je pense que les personnes ici peuvent en témoigner. Et il lui dit, voilà, j'aimerais bien flécher les bons interlocuteurs aujourd'hui dans l'écosystème et puis surtout avoir les bons financements qui vont avec. Systématiquement, dans ces cas-là, je ne l'ai pas imposé, je l'ai fortement conseillé. Il y a un rendez-vous physique qui se fait avec le chef d'entreprise, vraiment pour évaluer ses besoins, discuter les yeux dans les yeux avec le chef d'entreprise. Et effectivement, pour le cas qui nous intéresse, au retour de cet entretien, le conseiller s'aperçoit que, certes, la robotisation d'une partie de la production est pertinente, mais qu'elle n'est peut-être pas encore tout à fait aboutie. Et il s'aperçoit même qu'au fil de l'entretien, le chef d'entreprise évoque d'autres pistes de développement potentiel. Donc, dans ce cas-là, le conseiller de la CCI lui propose un accompagnement via un programme de la région Grand Est, où nous sommes aujourd'hui. Vous êtes également conseiller régional Grand Est. Voilà. Ce parcours de transformation, c'est bien ça? Parcours de transformation, oui, tout à fait, qui va permettre donc au chef d'entreprise de finaliser en fait sa réflexion jusqu'à une notion, je dirais, concrète, d'aller jusqu'à la partie opérationnelle et bien évidemment d'avoir les financements qu'on pourra flécher avec. Le premier niveau de ce parcours de transformation, c'est ce qu'on appelle un DIAC 360, comme son nom l'indique, qui va permettre, je dirais, de faire un tour complet des besoins de l'entreprise. Autour de 3 axes. Autour de 3 axes. Effectivement, le premier axe, et c'est là où on va voir un premier partenaire de l'écosystème, c'est bien évidemment l'intégration de cette technique de robotisation au sein de l'entreprise. Et là, c'est le CETIM qui rentre en jeu, hein, le centre technique de la métallurgie, qui va prendre en charge cette partie-là.
Deuxième niveau, c'est un diag en intelligence artificielle qui va permettre, je dirais, d'apporter des services nouveaux aux clients de l'entreprise. Et là, c'est un deuxième partenaire qui peut intervenir, c'est Grand Innov, qui, comme vous le savez, j'imagine, est l'agence d'innovation de la région Grand Est. Et puis un troisième niveau, qui est un niveau de formation classique des personnels de l'entreprise aux nouvelles technologies. Voilà, cette première pierre. Cette première pierre, on va revenir donc de toutes les manières avec Monsieur Bouter qui est dans la salle tout à l'heure de Business France qui va nous parler de Grand Innov Plus et de l'action que vous menez. Donc on a bien compris qu'il y avait un aspect d'accompagnement physique, quotidien, personnel que vous souhaitiez avec les conseillers CCI sur l'ensemble du territoire parce que comme j'indiquais tout à l'heure, il y a 230 000 entreprises dans la région qui sont accompagnées. Je vais revenir à nos deux invités. Je vais donner la parole. Galanterie oblige, Madame Lasgen, puisque vous êtes un exemple, je crois, pour un grand nombre d'entreprises. Je crois même, mon petit doigt m'a dit qu'on vous retrouverait tout à l'heure pour la remise d'un prix, me semble-t-il, sans déflorer cette information qui m'a été apportée par Jean-Christophe Tortora. Vous m'avez indiqué, puisque... chez mes confrères de BFM, on parlait de chiffres, toujours le milliard, voilà. Vous me disiez la croissance pour la croissance, c'est pas mon cheval de bataille. On a d'autres valeurs au sein du groupe Schmitt. Je rappelle que le groupe Schmitt, c'est Schmitt et Cuisinella. Et pour vous, c'est essentiel de s'inscrire dans un territoire avec des valeurs humaine. On va parler également, je crois aussi, d'une autre volonté de votre part, de référencement. Je vous laisse la parole pour nous éclairer un peu sur l'exemple que vous êtes, un peu pour nous tous. Alors, je suis pas sûre je ne sais pas si on parlera d'exemple, mais en tous les cas, on a, si vous parliez de nos ambitions, effectivement, souvent, quand on valorise les ambitions d'une entreprise, on la valorise souvent de façon chiffrée, notamment en termes de croissance, de chiffre d'affaires. Et moi, j'ai un peu l'impression que c'est le monde d'hier, quand même, de se dire qu'une entreprise, elle se valorise que par la croissance de son chiffre d'affaires, puisque notre philosophie, c'est plutôt de nous dire que la croissance va être la conséquence des actions qu'on va mettre en place, toujours dans le respect de nos valeurs. Et notre idée, c'est de nous dire si on doit croître, c'est juste parce qu'on mérite de croître, parce qu'on a une croissance qui est vertueuse. Et quand elle doit être vertueuse, elle doit s'appuyer sur plusieurs axes qui sont à la fois la qualité de vie de nos collaborateurs, en quoi on permet à nos collaborateurs de se développer, de se sentir bien, de trouver du sens dans leur quotidien, quel sens notre entreprise a aussi, etc. Et que assez naturellement, si on arrive à attirer des collaborateurs, ou en tous les cas, tout un écosystème autour de nous, des partenaires, etc., comme on se voit vraiment comme une entreprise plateforme ouverte, mais si on arrive à attirer des talents, des gens qui peuvent nous aider à nous développer, assez naturellement, la croissance va arriver. La croissance, elle peut aussi être le fruit d'un vrai engagement environnemental. Ça a déjà été évoqué largement ce matin, mais on a vraiment une conviction forte que les entreprises, elles doivent être engagées de façon sincère dans une démarche de RSE, y compris sur l'aspect environnemental, mais pas que, l'aspect social, sociétal aussi. Et la croissance pourrait arriver aussi de là, du fait que nos clients et nos collaborateurs sont de plus en plus en recherche de ce genre de choses. On a l'aspect social et sociétal, on estime qu'on s'inscrit dans un territoire. Donc comment est-ce qu'on impacte notre territoire? Par des partenariats avec l'université où on est mécène de plusieurs chaires, par des collaborations avec toutes sortes d'entreprises, de sous-traitants, de partenaires dans la région. Mais c'est vrai aussi, bien sûr, plus largement. On est partenaire, par exemple, de SOS Village d'enfants parce que ça donne du sens à nos équipes et ça donne du sens à notre action, partenaire du WWF sur notre trajectoire décarbonation, etc. Donc, une entreprise, elle s'inscrit dans une communauté, c'est cette communauté qui va l'aider à grandir. Et tout ça peut donner de la croissance, et ça veut dire que pour nous, soit on a une croissance qui est vertueuse, avec l'objectif d'avoir un impact positif. En gros, comment est-ce qu'on passe d'une entreprise qui est less bad à une entreprise more good? Voilà, donc c'est vraiment, pour nous, la croissance, ça peut être que le résultat de tout ça, mais c'est pas une finalité en soi. Pas une finalité, vous vous inscrivez dans un territoire, je retiens ces termes. Sur ce que vous m'avez dit, Monsieur le Président Hassler, sur le fait aussi que la formation était une nécessité, il faut qu'il y ait une volonté de faire en sorte que les salariés, mais qui sont aussi des citoyens, se sentent bien dans le territoire. C'est aussi une volonté dans l'entreprise, le recteur Le Sage. J'ai avec nous le président du conseil de surveillance. Une entreprise, c'est une aventure entrepreneuriale, c'est aussi une innovation, des innovations techniques, mais c'est aussi une volonté, et je crois que vous y êtes inscrit depuis très longtemps, dans le bien-être de vos salariés. Racontez-nous un peu cette volonté que vous avez eue. Je crois que c'était dans les années 90, c'est bien ça ? Oui, alors ça m'amuse parce que dans nos 4 axes RSE, je retrouve 3 axes communs avec Schmitt Group, dont effectivement celui de qualité de vie au travail.
Et ça s'exprime à travers notamment, au siège a été mis en place il y a plusieurs années maintenant un atelier des possibles qui est autogéré, donc par des volontaires de l'entreprise pour y proposer des animations, que ce soit des animations sur des thèmes de l'entreprise, mais aussi sur des thèmes purement de développement personnel. Et on cherche aussi à être innovant au niveau de la transmission aux actionnaires familiaux. Hein. Alors, on va revenir sur la transmission, oui. C'est un sujet qui vous intéresse. Absolument. Mais ça sera le troisième point après que monsieur le président Hassler nous ait parlé un peu de cette... Parce qu'on est au début de la vie de l'entreprise, mais je voulais appuyer sur cette démarche d'entreprise libérée que vous avez engagée en 2013, le projet PROS, P-R-O-S, je ne sais pas si je le prononce correctement, une démarche globale d'entreprise libérée destinée à délier les énergies et à améliorer la qualité de vie au travail. Pour vous, c'est essentiel d'avoir une entreprise. Vous êtes une entreprise familiale, vous avez laissé la gouvernance à des non familiaux, enfin je ne sais pas quoi, mais ils partagent, et c'est une volonté de votre part qui est un partage de valeurs, c'est bien cela. Oui, et en particulier dans les premières valeurs que nous avons au niveau de la famille et de l'entreprise, hein, c'est la pérennité, mais là je vais revenir sur le sujet de transmission, dont j'ai compris qu'on allait le traiter plus tard. La pérennité, mais aussi le fait, et là aussi je reviens sur ce que vous m'avez dit en préparant cette intervention, Madame Lasgen, c'est que il y a une forme de nécessité de ne pas s'inscrire dans le territoire et de faire en sorte qu'il y ait, voilà, vous habitez près de votre entreprise, vous êtes inscrit dans un territoire, il y a une évolution qui se fait pas à pas, enfin, il y a une question d'humanisme qui est prégnante dans votre activité, et je crois que c'est une volonté que vous partagez. Alors oui, depuis donc plus de 125 ans, on a un siège mulhousien et il y a parfois des tentatives de la part de certains managers de dire mais Mulhouse n'est pas suffisamment attractif. Et moi je répète, moi vivant, le siège de notre entreprise restera à Mulhouse. Après, il faut aussi être réaliste. Il y a certaines fonctions pour lesquelles c'est compliqué de conserver les talents à Mulhouse. Donc, on fait des exceptions, en particulier en matière d'innovation, où en plus, en matière d'innovation, les contacts avec le monde de la recherche se font surtout sur la région parisienne. Donc, nous avons une dérogation avec une partie des équipes innovation qui sont sur la région parisienne, mais l'ancrage dans la région, il reste vraiment essentiel pour nous. C'est une région qui nous a porté et à laquelle on a participé. Et encore une fois... Qui nous tient à cœur. Vous l'avez au cœur et ça se ressent. Vous me lancez une perche et j'arrive pour l'innovation dans quelques instants parce que là aussi c'est un sujet. Et je vais donc pour introduire cette question d'innovation, on vient de parler du DIAC 360, la transformation, une transformation robotique, mais il y a également une transformation vers l'écologie, éco-responsable et numérique. Parlez-nous de cette nouvelle tranche de soutien que vous apportez et qui est proposée par la CCI. Absolument. Mais juste en introduction, je voudrais dire que nos deux champions que je découvre aujourd'hui, ça fait 1 an à peine que je suis élu. Je n'ai pas eu le temps de les visiter, mais je vais régler ça très rapidement. Ça, je vous le promets. On est heureux que la tribune vous permette de les rencontrer. Alors, allons-y, avançons sur cette vie d'entreprise. Oui, on peut imaginer que quelques années après, le chef d'entreprise recontacte son conseiller chambre de commerce et lui dit écoutez, voilà, maintenant j'ai mis en place cette robotisation, j'ai besoin de vous pour m'accompagner dans la mise en place d'une stratégie carbone. On peut imaginer ça parce que le chef d'entreprise a pris conscience que la planète était en danger. Lui aussi, il fallait qu'il soigne son impact carbone au sein de l'entreprise. Et puis surtout, dans le cas qui nous intéresse, il est de plus en plus sollicité, pour ne pas dire plus, par ses donneurs d'ordre, donc ses clients, qui lui demandent de plus en plus une analyse de cycle de vie aujourd'hui des pièces qu'il va fournir bien évidemment à ses clients. Donc dans ce cas-là, on lui propose de rentrer dans un nouveau parcours qu'on connaît bien au niveau de la CCI Grand Est, qui s'appelle Noé, qui est un parcours qui a été construit en partenariat avec la région Grand Est, avec l'ADEME, bien évidemment, qui est très présente, et la CCI Grand Est. Parcours qui va permettre aujourd'hui, Noé, c'est une offre de services en fait et de compétences au service de la transition écologique, qui va permettre aux chefs d'entreprise de bénéficier de conseils techniques, bien évidemment. On va lui permettre d'identifier des talents et des compétences. Ça, c'est souvent une question qui nous est posée. Et puis, encore une fois, de flécher les aides qui vont bien à côté.
Si le chef d'entreprise le souhaite, en parallèle de ce premier dispositif, il peut rentrer dans un deuxième dispositif qui s'appelle chez nous Messing durable, qui est en fait une démarche d'éco-conception, Parce que l'éco-construction va arriver dans quelques instants. Avec... Tout à fait, on n'en est pas loin. D'éco-conception. Et on peut imaginer que dans le cas que je viens de citer, cette démarche va aboutir pour le chef d'entreprise à la création d'un nouveau produit innovant, performant, qu'il va pouvoir mettre sur le marché. Vous m'avez tendu la perche tout de suite. Voilà, on le sait, vous développez des solutions de gros œuvres. Pour le grand public, peut-être moins, Recteur Lesage, développe des solutions de gros œuvres du bâtiment, murs et planchers, à base de béton et de plus en plus multimatériaux. L'éco-conception, pour vous, ça a un sens, c'est même une nécessité. Je parlais de vous à un de vos clients, donc l'entreprise Pigeon en Bretagne, qui me disait mais quelle chance on a d'avoir une entreprise comme ça. Et voilà, ils veulent continuer à travailler avec vous parce que vous êtes justement à la pointe des innovations. Oui, effectivement, j'en profite. Le programme Éco-Conception, on a participé à un webinaire organisé par la CCI. Voilà. Oui, nous sommes dans un métier où, à l'origine, notre matériau est le ciment et le béton. Hein, et le ciment a plein d'atouts en termes de durabilité, en termes d'économie circulaire parce qu'il est recyclable, en termes d'économie aussi parce que voilà, il faut avoir des solutions économiques. Mais le ciment a une empreinte carbone par nature qu'il nous faut absolument réduire. Et donc c'est pour ça qu'on participe à un certain nombre de programmes de recherche, dont d'ailleurs certains avec appui de l'ADEME et de la région, pour arriver à décarboner les solutions, d'une part avec des bétons bas carbone. On a la chance en France quand même d'avoir des leaders mondiaux, enfin Lafarge était un leader mondial, maintenant fait partie du groupe Holcim, et des leaders mondiaux aussi comme Bouygues et Eiffage, et également des promoteurs comme Nexity par exemple, avec lesquels on peut travailler un petit peu comme dans l'automobile. Dans les années 60-70, les constructeurs automobiles ont commencé à travailler avec des sous-traitants qui sont devenus équipementiers. Nous, notre ambition, c'est de pouvoir devenir un équipementier et de faire de l'éco-conception avec nos clients, directs et indirects. Et donc, à ce titre, voilà, on travaille sur, d'une part, un béton plus vertueux. Et à ce titre, d'ailleurs, on est très fiers d'avoir pu participer et de participer actuellement au village olympique. On a été les seuls préfabricants à proposer une solution de béton bas carbone, mais également à avoir moins de béton dans le bâtiment. Ça paraît paradoxal, mais voilà, on veut réserver l'usage du béton là où il a vraiment un intérêt. Et pour le reste, avoir des bâtiments modulables avec des façades légères et des cloisons légères aussi qui permettent sa transformation pendant toute sa vie. Donc, on a des investissements forts en innovation. Même maintenant, pas en recherche fondamentale, mais quand même, on sort complètement des matériaux traditionnels, et je ne peux pas vous en dire plus, pour rechercher à allier les qualités du béton et d'autres matériaux, et en particulier les fibres, avec le pôle énergie-vie, ici dans l'Est. Dans l'Est. Et ça m'amène à vous donner la parole à vous, Madame Lazaine, puisque vous êtes également, vous êtes investi aussi sur le sourcing des matériaux. Vous avez souhaité être certifié Bicorp. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il retourne ? Alors oui, on a engagé, enfin, dans la lignée de ce que j'évoquais tout à l'heure, la notion d'avoir un impact positif. On s'est engagé dans une démarche Bicorp, donc on est en cours d'examen de notre dossier, qui est un peu long, mais il y a un manque de ressources un peu chez Bicorp. Mais la logique, c'est vraiment de se dire comment est-ce que toute l'entreprise est orientée pour avoir un impact positif. Et ça passe par l'innovation, ça passe par des business models différents. C'est de se dire, historiquement, notre modèle, c'était de fabriquer des solutions qu'on vendait à des clients, et puis on les revoyait 20 ans après, et on se préoccupait finalement pas tellement de ce que ça allait devenir. Aujourd'hui, on est vraiment en train de réfléchir à comment est-ce qu'on donne des deuxièmes vies à tout ça, quel type de matériaux on
on utilise pour avoir un impact là aussi positif sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Vous parliez d'analyse cycle de vie de produits, etc. Donc évidemment, ça c'est indispensable aujourd'hui, mais c'est aussi vraiment des business models de service, de garder du lien avec des clients, etc. Donc la notion de transition, d'aller vers un modèle plus vertueux, elle est aussi porteuse de sens et de business demain. C'est pour ça aussi je disais qu'on peut avoir de la croissance qui est assise sur le fait qu'on a une démarche vertueuse. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de travailler de plus en plus en écosystème vraiment ouvert, parfois local, parfois national, international, et de se dire que finalement, l'entreprise, c'est plus un monde fermé, mais c'est vraiment une plateforme qui est ouverte, qui doit être capable de fédérer toutes sortes d'énergie, toutes sortes de métiers complémentaires, aller chercher, comme Rémi l'expliquait tout à l'heure, vous cherchez des métiers, des nouveaux matériaux. Nous aussi, on cherche des nouveaux matériaux, on cherche des choses qui nous permettent d'avoir un impact positif, qui permettent de transformer l'expérience de nos clients, de nos collaborateurs, etc. Donc l'entreprise devient de plus en plus ouverte et c'est une vraie capacité qu'elle doit avoir de s'ouvrir et surtout d'être capable de fédérer toutes sortes de métiers différents que ce qu'on avait par le passé. Ça me permet de rebondir sur cette question. Je ne peux pas m'en empêcher. Je suis journaliste dans l'âme, j'y peux rien. Vous m'avez parlé d'agrandissement, d'implantation. Vous avez également, en préparant cette intervention, vous m'avez parlé d'implantation et de l'action que menaient les chambres de commerce dans l'implantation. C'est un peu une question. Là aussi, est-ce que c'est difficile et est-ce que vous en appelez, puisque vous rencontrez le président de la CCI, à une aide, à un soutien? Vous cherchez à vous agrandir, vous êtes une entreprise qui est en pleine évolution, vous avez bénéficié, je dirais, de la crise Covid. Il y a eu en tous les cas un intérêt des Français, et pas uniquement des Français, pour leur intérieur et leur cuisine. Mais c'est pas si simple que ça, on l'a entendu tout à l'heure avec l'intervenant belge sur notre territoire. Vous êtes une entreprise qui a un pied en France et un pied en Allemagne. Est-ce qu'il y a là aussi peut-être un accompagnement qui doit se faire pour agrandir et implanter son entreprise, ou en tous les cas, voilà. Ouais. Ça a été dit tout à l'heure, je crois, par Georges Lingendel, c'est que s'implanter en France, c'est parfois un peu compliqué, pour le dire simplement. En fait, c'est surtout long et laborieux. Et nous, on a des process industriels qui sont pas spécialement dangereux. On n'est pas un site Céveso, etc. Hein, donc, mais juste, on découpe des panneaux, on assemble des meubles. C'est assez basique et assez simple. Mais il y a de trouver du foncier, qui est pas toujours évident. Et surtout, les temps d'instruction sont longs. Quoi. Voilà, nous, on fait des fouilles archéologiques là, pour la deuxième fois sur le même terrain sur lequel on s'agrandit. C'est long, c'est bien de les faire, mais c'est long, ça coûte de l'argent, c'est long, etc. Donc aujourd'hui, c'est plutôt que des aides, la première aide qu'on demande, c'est la simplification. Que ce soit simple, que ce soit efficace, etc. Et je trouve bien qu'on pousse les entreprises à avoir des investissements industriels de plus en plus vertueux, mais plutôt qu'on les accompagne sur ces sujets-là, de se dire, si je fais un nouveau site, en quoi il a un impact positif sur la biodiversité, comment est-ce qu'on tient compte de l'eau, etc. Ça, c'est bien. Mais à un moment donné, qu'on simplifie quand même les choses pour que ça puisse se faire et qu'on ait des infrastructures aussi qui nous permettent de faire des sites. Donc, c'est-à-dire infrastructure, c'est comment est-ce qu'on permet à nos collaborateurs de venir avec des mobilités simples, comment est-ce qu'on permet d'avoir un aéroport, mais le temps file, on peut malheureusement on va parler des successions et de la transmission de l'entreprise, mais je vous donne la parole, Président, sur cette question de transition écologique. On a parlé d'éco-conception et maintenant on parle de la conquête de nouveaux marchés. Est-ce que là aussi il y a un accompagnement qui se fait? On a parlé du Business Act Grand Est, voilà, simplification. Vous êtes un acteur de cette simplification en étant le principal portail pour les entreprises, mais... Si je reprends l'exemple de l'entreprise que j'évoquais tout à l'heure, donc on a vu la part de robotisation qui a été mise en place, ensuite on a vu l'accompagnement dans une stratégie bas carbone. On peut imaginer que le chef d'entreprise reprenne contact avec son conseiller quelques années plus tard pour lui dire « Écoutez, tout va bien, je me développe bien aujourd'hui. Le nouveau produit qui a été conçu dans le cadre de la démarche d'éco-conception fonctionne extrêmement bien sur le marché français. J'aimerais bien aller au-delà de nos frontières. J'aimerais bien aller voir un petit peu ce qui se passe peut-être en Allemagne, peut-être en Belgique. » Et là, immédiatement, le conseiller, bien évidemment, lui parle de la TFE. J'ai vu qu'il y avait des représentants ici de la TFE dans cette salle, qui est la team France Export, qui est une espèce de guichet unique qui a été créé par Business France d'un côté, la BPI et les chambres de commerce, et bien évidemment ici dans cette région, sous l'égide de la région Grand Est. Voilà, c'est
je le disais, un guichet unique qui permet un accompagnement sur des stratégies à l'international, qui va permettre là aux chefs d'entreprise de peaufiner en particulier les marchés sur lesquels il veut s'étendre demain, et puis un accompagnement aujourd'hui en termes de coaching à l'international par les équipes de CCI International. Business Act Grand Est, jouer collectif pour rebondir, c'est l'objectif de cette instance. Ça me permet donc d'en arriver à la transmission et à vous, Monsieur Le Sage. Pour vous, c'est une nécessité. Vous faites partie d'un réseau, Family Business Network. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que c'est une question essentielle aujourd'hui que vous avez également eu à affronter. Parlez-nous, il nous reste quelques secondes. Oui, effectivement, je suis président avec Claude Faure du FBN ici dans le Grand Est. Claude Faure qui est le créateur de FM Logistique. Et le Family Business Network, son objectif principal, c'est d'échanger entre dirigeants d'entreprises familiales les bonnes pratiques en matière de gouvernance, de transmission et d'intéresser les jeunes générations. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir une entreprise avec un actionnariat familial est vraiment une garantie pour le maintien de centres de décision dans les régions, d'une part, et puis d'autre part, quand on a son nom associé à l'entreprise, les impacts des décisions, on les porte personnellement mieux que, je schématise, la veuve de Las Vegas. Et donc, c'est pour ça que nous sommes des militants de l'entreprise familiale, pour autant que l'actionnariat familial soit un actionnariat qui conserve un esprit d'entreprise et une capacité de décision rapide et efficace. Voilà, donc c'est ce qu'on fait depuis 125 ans et qu'on souhaite poursuivre dans l'intérêt de l'entreprise et de la région. La CCI qui œuvre également dans la transmission des entreprises à travers le pacte transmission. Je vous laisse le micro, Président. Pardon. Le pacte de transmission. Pacte de transmission qui est cofinancé par la région et par le FEDER, donc par l'Europe. Et je vais donner la parole quand même à Mme Lalzone, même si je crois qu'on va se retrouver. On parlait parce que, en préparant cette intervention, merci, je vous le dis vraiment sincèrement à tous les trois. Je suis heureux et je remercie Jean-Christophe de me permettre de rencontrer des chefs d'entreprise tels que vous. Je sais que vous êtes un voileux, j'ai toujours admiré ces voileux qui traversent le monde. Vous êtes des conquérants. Vous avez un grain de folie et c'est vraiment, je crois que le président Hassler partage ce sentiment et c'est vraiment très appréciable. Mais je suis encore une fois journaliste, toujours une petite question. On parlait des Allemands qui étaient très chauvins sur leur industrie et qu'il y a une Allemagne très décentralisée et qui respecte le fait de réussir ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas un engagement? Est-ce que là aussi vous rencontrez le président Hassler qui est également élu ici dans cet hémicycle de la région? Est-ce qu'il n'y a pas à nous Français moyen de s'améliorer sur cet aspect-là de regard sur l'industrie et sur nos chefs d'entreprise? Je ne voudrais pas rentrer dans la comparaison France-Allemagne, mais je le sais. mais ce qui est parce que plutôt que de se comparer, c'est intéressant de se dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour qu'ici on attire des talents, pour qu'ici on a une marque employeur industrie, comment on attire des jeunes vers les métiers de l'industrie, montrer que c'est des métiers d'avenir où ils peuvent justement faire bouger la donne sur les sujets de carbone, sur plein de sujets de l'énergie qui a été évoqué tout à l'heure, etc. Donc je pense qu'on a plutôt intérêt à se dire comment est-ce qu'on donne une bonne image, comment est-ce qu'on contribue à faire en sorte que des jeunes aient envie de s'inscrire dans des carrières, dans des parcours dans les mondes de l'industrie où il y a des métiers absolument géniaux, quoi. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut faire. C'est donner envie à des jeunes et surtout des jeunes filles de venir dans les métiers de l'industrie parce qu'il n'y en a pas assez. Et vive les ETI et vive la CCI. Merci de nous avoir suivis pour cette table ronde croissance des PME et ETI. Quel soutien dans l'écosystème régional.